Le texte qui est soumis à notre étude est Le Soleil de Baudelaire. Donc c'est un texte qui est issu des Fleurs du Mal, un recueil qui a été publié une première fois en 57, qui a été censuré et republié en 61. Ce poème est le deuxième dans la version de 57, qui est au programme. Il est donc au tout début du recueil et il va répondre en quelque sorte au poème introducteur, au lecteur, en proposant une définition du poète, ou en tout cas de son travail, par la métaphorisation du soleil. Je vais donc procéder à la lecture. Le soleil, 2. Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures les persiennes abris des secrètes luxures, quand le soleil cruel eut frappé, à traits redoublés, sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Ce père nourricier, ennemi des chloroses, éveille dans les champs les vers comme les roses. Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel et remplit les cerveaux et les ruches de miel. C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles et les rend gais et doux comme des jeunes filles, et commande aux moissons de croître et de mûrir dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir. Quand, ainsi qu'un poète, il descend dans les villes, il ennoblit le sort des choses les plus viles, et s'introduit en roi, sans bruit et sans valet, dans tous les hôpitaux et dans tous les palais. La problématique que vous m'avez demandé de traiter est la suivante. En quoi le soleil représente-t-il le travail de l'écriture baudelairienne? Je vais donc étudier cette problématique en séparant le texte en 3 phases, qui seront chacune les phases des strophes. Donc une première strophe où l'on a l'action du soleil pendant la promenade du narrateur, le je. Ensuite, l'action du soleil en dehors de la promenade du narrateur. Et enfin, le lien entre le narrateur et le soleil. Je commence ainsi mon explication par la première phase. On commence immédiatement avec la description d'un paysage urbain. On a les faubourgs, les masures, les persiennes. Ce paysage urbain est majoritairement négatif. Les faubourgs sont vieux. Aux masures pendent un certain nombre de choses. Et les persiennes sont l'abri de luxure. Donc, un environnement urbain plutôt négatif que le soleil cruel va frapper à traits redoublés. Cette action du soleil est prioritairement négative, ou en tout cas, elle est cruelle, puisque l'étymologie de cruel est le sang versé violemment. Donc c'est une action violente que va redoubler le verbe frappe, et l'adjectif verbal redoublé. Donc ce soleil frappe cruellement à traits redoublés sur la ville et les champs. Donc la ville évidemment, mais la campagne n'est pas épargnée non plus, sur les toits et les blés. On repère le parallélisme de construction, ville, champ, toit, blé. Donc la ville correspondant au toit, les blés correspondant au champ. Apparition du je, le je qui est donc la figure poétique. Je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime. Il s'agit donc d'un exercice, un exercice martial, puisqu'on nous parle d'escrime. La plume devient ici une épée. En tout cas, c'est une plume acérée. Cette fantasque escrime va être décrite juste après, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Donc les trois participes présents vont venir développer l'escrime à la manière d'un adjectif, et cet escrime va du coup se développer. Il s'agit bien de l'écriture poétique, puisqu'il s'agit de rime, de trébucher sur les mots, de heurter des vers. C'est donc bien l'écriture poétique qui est mise en lien ici. Le je est bien le poète, et le je ici, à la fin de ce premier paragraphe, va être soumis, comme la ville et la campagne, à l'action du soleil. Je passe ainsi à mon deuxième point, à mon deuxième mouvement. Le soleil qui était cruel devient ici un père nourricier. Donc là où la cruauté prévalait, il va y avoir une métamorphose du soleil. Ce père nourricier, ennemi des chloroses, donc qui va pouvoir faire vivre les gens, puisque leur donner un teint
coloré va éveiller, c'est-à-dire sortir du sommeil, au sens propre comme au sens figuré, éveille dans les champs les verts comme les roses. Il est intéressant ici de noter que du coup, il y a une double syllèpse, puisque les champs sont à la fois les champs lexicaux des vers et les champs des roses, donc les champs qui sont fleuris. La syllèpse se poursuit avec la métaphore, il fait s'évaporer les soucis vers le ciel, les soucis étant à la fois les remords, les choses qui nous empêchent de vivre correctement, mais aussi, ce sont aussi des fleurs. Donc il fait s'évaporer les soucis vers le ciel, donc il enlève les soucis des cerveaux, et il fait se tourner les fleurs vers le ciel, ce qui permettra du coup aux abeilles de venir les butiner et de remplir à la fois les cerveaux et les ruches de miel. Le soleil permet donc une métamorphose de ce qu'il touche. La métamorphose se continue par son action, c'est lui présentatif, c'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles, un peu à la manière d'un miracle, et les rend gais et doux comme des jeunes filles. On note ici l'ironie de Baudelaire par rapport aux stéréotypes et aux poncifs de la poésie lyrique. Donc, on a les porteurs de béquilles qui vont ici se métamorphoser en jeunes filles. Le soleil continue, il commande, avec du coup cette notion de direction, cette notion d'autorité, il commande aux moissons de croître et de mourir dans le cœur immortel qui veut toujours fleurir. Donc le premier vers, le vers 15, commande aux moissons de croître et de mûrir, se lie au sens propre, puisqu'il fait effectivement fleurir, il fait effectivement mûrir et croître. Mais le vers 16 nous invite à relire le vers 15 de manière métaphorique, puisqu'il commande aux moissons de croître et de mûrir dans le cœur immortel, qui toujours veut fleurir. Ici, l'enjambement nous permet de montrer que les moissons dont on parle ne sont pas les moissons au sens propre, du blé par exemple, mais les moissons de sentiment, le cœur immortel qui toujours veut fleurir. Donc, on nous décrit ici l'action du soleil sur ce qu'il touche. C'est une action qui, à première vue, était malfaisante, mais qui, en deuxième apport, devient bienfaisante, voire miraculeuse. Arrive ainsi le troisième temps, qui est le temps de l'association du poète, qui était apparu dès la première strophe avec le jeu, et le soleil, quand, ainsi qu'un poète, il descend dans les villes. Double assimilation, puisque le poète lui-même était dans la ville, comme nous l'avons montré dans la première strophe, et le soleil, il, est descendu dans la ville. Il est intéressant de voir que dans le système comparatif, ainsi que, c'est bien le soleil qui est comparé au poète, et non pas l'inverse. Ce qui fait que du coup, c'est bien le soleil qui va représenter le travail de l'écriture baudelairienne, et non pas l'écriture baudelairienne qui va se comparer au soleil. Il y a bien un travail ici de valorisation du travail par le fait que le poète est le comparant, donc il est donc supérieur au soleil. Ce soleil donc, qui est toujours le il, ennoblit le sort des choses les plus viles. On remarquera l'antithèse ennoblit et vil, puisque la noblesse et la vilainie sont antithétiques. Il ennoblit le sort des choses les plus viles, dernière métamorphose, et on arrive du coup à s'introduire en roi, sans bruit et sans valet. Il s'introduit en roi, ce qui montre la facilité, contrairement à la difficulté qui était mise en avant par les participes présents au début du passage. Il s'introduit en roi sans bruit et sans valet dans tous les hôpitaux et dans tous les palais. C'est-à-dire qu'il va toucher tout le monde, sans distinction, et s'il va dans les hôpitaux, c'est aussi parce qu'il a une vertu curative. Donc, à travers l'action du soleil, c'est l'action de la poésie qui est mise en place. Et cette comparaison finale, dans la strophe finale, va nous amener à relire l'intégralité du poème pour voir que, en réalité, la métamorphose que subit ce qui est touché par le soleil, qui est une métamorphose bénéfique, est la même que celle qui va être celle de l'écriture baudelairienne. En réalité, on y revient toujours, il s'agit ici bien, par l'écriture, de transformer la boue en or. Ainsi donc, nous pouvons conclure que c'est bien le soleil qui est présent dans tout le poème. Il est présent
physiquement et métaphoriquement. Ce soleil va subir lui-même des métamorphoses et en faire subir à ceux qu'il touche. Et grâce à la comparaison finale, on peut bien dire que ce soleil représente le travail de l'écriture baudelairienne. Il bonifie tout ce qu'il touche, mais tout ce qu'il touche, du coup, était déjà vil. Le travail de Baudelaire, du coup, va être de prendre cette matière vile et de la transformer en matière noble, ce qui donnera les fleurs du mal. Vous m'avez, dans un deuxième temps, posé la question de la syntaxe des propositions dans la première strophe. Je vous la relis. Le long du vieux faubourg où pendent aux masures les persiennes, abri des secrètes luxures, quand le soleil cruel frappe à traits redoublés sur la ville et sur les champs, sur les toits et les blés, je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime, ferrant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois les vers depuis longtemps rêvés. Donc, dans ce huitain, nous pouvons voir qu'il y a un certain nombre de verbes conjugués, mais il y a aussi un certain nombre de verbes non conjugués. Tout le jeu va être ici de voir si ces verbes conjugués sont des noyaux de proposition ou pas. Je vais les prendre dans le sens chronologique du texte. Alors on commence par une première proposition qui va être enchâssée. Où pendent aux masures les persiennes. Où pendent aux masures les persiennes est forcément une proposition subordonnée relative puisqu'elle est introduite par un relatif. Et du coup, cette proposition va compléter le faubourg. Il faut donc considérer que le long du vieux faubourg abri des secrets de luxure, tout ça va constituer la principale, non verbale, du coup, de la subordonnée relative où pendent aux masures les persiennes. Deuxième proposition qui va commencer par la conjonction de subordination quand le ciel cruel, le soleil cruel frappe à traits redoublés sur la ville et les champs, sur les toits et les blés. Tout ça va être du coup une proposition subordonnée conjonctive puisqu'introduite par une conjonction de subordination. Mais surtout, on peut dire qu'elle est circonstancielle, puisqu'elle répond à la question « quand », et donc un complément circonstanciel de temps. Je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime. On peut supposer ici que tout ce vers va être la principale de la subordonnée complétive précédente. C'est une possibilité. Deuxième possibilité d'interprétation, puisque exercer est bien un verbe d'action et que ici il a la fonction COD, je vais quoi m'exercer, on peut considérer que la principale est seulement je vais, et que du coup m'exercer seul à ma fantasque escrime serait une proposition infinitive, conjonctive, du coup complétive puisque COD. Il nous reste du coup trop peu de temps pour traiter les trois dernières propositions, qui sont introduites à chaque fois par un participe présent, en début de vers, flairant, trébuchant et heurtant. Ces trois propositions étant donc forcément participiales, et elles vont être compléments circonstanciels de manière de « je vais », puisque ça décrit la manière dont il va. C'est donc un complément circonstanciel de manière, et comme toutes les propositions compléments circonstanciels, elle est forcément conjonctive. J'ai terminé.